chers Thaïs, chers frères, sœurs et frères, chers amis, chers sanghas, nous sommes le 1er août de l'année 2017 au Hameau Nouveau pour la 4e et dernière semaine de notre retraite d'été, avec comme thème cette semaine la liberté véritable, True Freedom. Et Frère Pháp Bản, le frère italien qui a raconté cette histoire pour les enfants, est très bien en phase avec la situation politique en France actuellement. Nous sommes ni de gauche, ni de droite, et c'est la voie du milieu. On prend le meilleur de la droite et de la gauche. Et on connaît bien la devise de la République, c'est liberté, égalité et fraternité. Et là, ce qu'on a entre l'histoire entre la main droite et la main gauche, c'est l'équanimité. Et dans la République de la pleine conscience du village du Prunier, c'est grâce à l'équanimité, c'est-à-dire la inclusivité, qu'on arrive à embrasser non seulement ce qui est en nous, comme souffrance ou comme bonheur, mais on embrasse aussi tout ce qui est dit élément de trouble ou non désirable. Et c'est avec cette sagesse collective de non-discrimination qu'on peut avoir une fraternité véritable, de non-discrimination, qu'on soit blanc ou noir, ou qu'on soit de quelle que soit notre confession, catholique, bouddhique ou musulmane, et entre autres, juive aussi, voyez. Et bien sûr, donc notre devise ici, dans cette République, la pleine conscience, c'est liberté, équanimité et fraternité véritable. Et liberté ici n'est pas seulement liberté de penser, mais c'est la liberté face à nos souffrances et à nos habitudes. Et cette liberté peut être atteinte en partie grâce à cette pratique de transformation. Quand on vient ici, c'est pour apprendre d'abord à reconnaître nos souffrances, à reconnaître nos habitudes malsaines ou nos énergies d'habitude qui peuvent nous conduire à la souffrance et les transformer, reconnaître, les reconnaître avec cette pratique de pleine conscience et les embrasser, être là avec ces souffrances, ces énergies d'habitude pour pouvoir transformer. Tout est une question de transformer. Monsieur Macron veut réformer. Et si j'ai une suggestion à lui faire, c'est d'abord transformer. Vous voyez? Et la réforme sera beaucoup plus facile si on a, avant toute chose, transformé. Et transformé intérieur. Donc, imaginez si la CGT, les syndicats, prennent l'habitude ou arrivent à transformer
cette habitude de dire non avant de s'opposer, avant de négocier. Hein? Si, c'est ça, ce sont ça a marché, c'est bien dans l'avant-guerre, mais à notre époque, on peut quand même changer certaines habitudes pour faire évoluer notre société, non? Et avec cette pratique de transformation, tout le monde a à gagner, en fait, du point de vue individuel et du point de vue collectif. Donc, il y a comment faire les méthodes pour transformer les graines de souffrance en nous. Donc, depuis votre arrivée ici, ou depuis le début de la retraite d'été, nous avons écouté plusieurs enseignements qui nous montrent la méthodologie, les méthodes. Je voudrais seulement rappeler ici, par exemple, une première méthode indirecte serait on sait qu'on a des graines de souffrance, mais on va d'abord semer et arroser nos graines de paix et de joie. On les laisse de côté, on ne va pas s'en occuper directement, et on va, du moment qu'on vienne à une retraite avec la Sangha, on va apprendre des habitudes au bonheur et à la paix. Par exemple, écouter un son de cloche, écouter le son de cloche, s'arrêter, c'est commencer à apprendre une habitude pour s'arrêter. D'abord la parole, le corps, les actions, et puis les pensées. On va écouter le son de cloche pour nous cultiver cette habitude de l'arrêt. Et donc, pour cultiver les habitudes, vous voyez, c'est une question de cultiver d'abord la pleine conscience pour pouvoir justement reconnaître et s'arrêter, et avec la répétition, mais avec l'aide de la Sangha, on va pouvoir amener ce qui est conscient pour les mettre dans le subconscient, que ça devienne quelque chose de subconscient. C'est-à-dire quand on a, avec l'habitude, on peut s'arrêter, dès qu'on entend un son de cloche, on s'arrête et on respire de suite, sans avoir besoin de faire d'efforts. Donc c'est ça le secret. C'est, si on veut cultiver de bonnes habitudes, c'est d'abord grâce à la pleine conscience, d'abord ce qui est intentionnel, transformer ce qui est intentionnel en non intentionnel, qui devient dans le subconscient. Alors que pour les mauvaises habitudes, ce qu'on fait de manière inconsciente, automatique, et bien justement, avec la pleine conscience, revenir les reconnaître pour les faire sortir du subconscient. Vous voyez le chemin inverse, Et du fait que si on cultive les bonnes habitudes ici, que ce soit la marche méditative, que ce soit l'assise, quand ça devient une habitude, comme on n'a plus besoin de faire beaucoup d'efforts pour s'arrêter,
pour se concentrer, on arrive plus facilement à prendre du plaisir. Le terme anglais, c'est enjoy. On peut dire se réjouir, mais j'aime bien le plaisir. Quand la pratique devient un plaisir, et avec la sangha, c'est facile. J'avoue que moi, je me lève le matin, c'est presque automatique, hein, et je vais je vais m'échauffer le corps et aller s'asseoir en méditation, c'est quelque chose, vraiment un plaisir. La marche méditative, c'est pareil. Hein, ce n'est plus quelque chose on doit faire des efforts. Et donc, grâce à cette culture de rendre des choses agréables et bénéfiques en habitude, on le fait de manière non intentionnelle, on aura plus de temps et d'espace pour se faire plaisir. Donc, cette première méthode pour transformer les souffrances, c'est semer et arroser les graines de paix, de joie, de bonheur. Et ça, je peux témoigner que, par exemple, avant, je suis de nature anxieuse. C'est-à-dire que dès qu'il y a un événement contrariant, ou dès qu'il y a je fais une erreur ou quelque chose comme ça, ça fait effet boule de neige. Et on s'imagine plein de choses, hein, et on est perdu dans cet effet boule de neige de notre pensée qui tourne, et qui imagine des catastrophes dessus. Et quand j'arrive ici, quand j'apprends la pratique, et c'est vrai que la vie en communauté, et surtout monastique, c'est quand même plus facile. Déjà matériellement, tout est pris en charge, hein, par la sangha, par la communauté. Hein. Et si on a des choses à déposer, on peut appeler à l'aide de la sangha. Donc ça suppose, dans cette première méthode, s'occuper des bonnes graines et laisser les graines non bénéfiques de côté, parce que les bonnes graines, si on les cultive, l'énergie va s'occuper tout seul dans la conscience du tréfonds, la conscience en bas, là, hein, qui comprend le subconscient et l'inconscient, entre autres. Hein, et la conscience du tréfonds est quelque chose de plus large, ça va s'occuper tout seul. Et j'avoue que je n'avais pas trop à m'occuper de mon anxiété. Et je prends du plaisir. Mais vraiment, quand le plaisir ici, ça suppose aussi qu'il y ait une étape auparavant où si on a une contrariété ou quelque chose qui nous obsède un peu, qui tourne dans la tête, il faut qu'on sache revenir. Notre sœur notre grande sœur hier, nous a réexpliqué, nous a guidé pour la marche méditative, pour être vraiment à 100% dans le toucher de la plante du pied avec le sol. Où il faut, quand on s'arrête avec le son de cloche, il faut être à 100% avec notre respiration. C'est pour ça que la respiration abdominale, avec une main dessus, on sent le corps. Il faut être vraiment... C'est pour ça aussi que j'encourage toujours mes amis de faire la méditation marcher pieds nus quand c'est possible. C'est tellement agréable de toucher de la plante de pied avec l'herbe, avec les cailloux. Même si ça fait un peu mal, c'est une bonne habitude. Parce que des fois, les
ça stimule notre cerveau pour lâcher un peu des hormones qui calment les douleurs et c'est relaxant. Hein? Il ne faut pas avoir peur. Il y a toujours, dans l'adversité, il y a toujours quelque chose de bon. Et ça permet vraiment de lâcher nos habitudes et nos conforts habituels. Et il faut donc faire confiance à notre conscience du tréfonds. Vous vous souvenez, hein, ce cercle avec la conscience mentale qui est en haut, et puis dans le sous-sol, la conscience du tréfonds, qui comprend, je répète, le subconscient et l'inconscient, et comprend plus large que ça, mais au moins déjà ça. Donc, cette première méthode, d'arroser seulement les bonnes graines, c'est vraiment faire confiance à la conscience du tréfonds qui va s'occuper tout seul, grâce à l'énergie des bonnes graines, s'occuper des graines non bénéfiques. Et aussi, faire confiance, il faut savoir faire confiance à la Sangha, à la communauté. Donc quand on vient ici, nous sommes dans un bain de bienveillance, dans un bain je dirais de compassion aussi, de paix et de compassion. Imaginez, vous voyez, vous pouvez expérimenter dans un groupe de partage, dans une famille de partage. Si chacun écoute profondément, avec le cœur ouvert, avec l'acceptation, ce que partage une personne, une amie. Ici, on partage ses souffrances, et ça va, ce partage de souffrance va toucher dans le cercle la graine de compassion en nous. Et donc, dans le cercle, on sent tout de suite une énergie collective de compassion qui va permettre d'embrasser, d'être accompagner cette souffrance. Et donc, c'est ça, avoir confiance à notre conscience du tréfonds, alaya, le terme, et puis avoir confiance à la Sangha. Oser déposer notre souffrance à la Sangha. Et puis, la deuxième méthode, donc ça c'est une méthode indirecte, la première, on s'occupe des bonnes graines, et puis l'énergie des bonnes graines va s'occuper des graines non bénéfiques tout seul. Deuxième méthode, c'est pratiquer la pleine conscience en permanence. Et ça, l'emploi du temps ici est fait pour ça aussi. Du matin au soir, il y a des sessions, il y a des activités, il y a des cloches tout le long pour nous rappeler de revenir en nous, à revenir à notre respiration pour toujours générer et maintenir un certain niveau de cette énergie de pleine conscience. Garder la jauge pas trop basse. Donc il faut en profiter quand nous sommes là avec la Sangha monastique pour constamment, quand on suit les activités de manière régulière, on arrive à cultiver et à garder la jauge pas trop basse. Et quand cette pleine conscience est là, et si une graine de souffrance surgit, on va pouvoir être tout de suite, avoir la pleine conscience qui est là, pour d'abord reconnaître, accepter, on ne va pas la repousser, ni la rejeter, ni la fuir, accepter, reconnaître et embrasser. Donc à chaque fois qu'une graine de souffrance surgit et que la pleine conscience est là pour
toucher, toucher et je dirais caresser, embrasser, cette graine va redescendre et puis ça devient plus petite à chaque fois. C'est ça le miracle de la pleine conscience. Il suffit de reconnaître, être là avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de soin et envelopper avec cette énergie et puis aider à cette graine de souffrance de descendre. Et à chaque fois, elle s'amenuise, elle devient plus petite. Et donc, ça diminue, le contact avec la pleine conscience permet de diminuer cette force non bénéfique qui nous rend mal-être, qui nous donne le mal-être. Okay? Donc, c'est maintenir un certain niveau de pleine conscience pour que dès que la graine de colère, la graine de peur subsiste, il y a tout de suite, elle est baignée, un bain de pleine conscience, encore une fois. Et c'est grâce au bain que cette graine sera plus débarrassée, un peu plus de ces piquants, de la poussière d'ignorance, et elle va pouvoir reposer au fond, mais avec moins de force. Et puis une troisième méthode, c'est quand nous avons déjà une certaine potentiel, une certaine réserve solide de pleine conscience, grâce à la pratique, grâce à plus d'expérience, grâce à plus de temps pour emmagasiner cette réserve de pleine conscience. Et quand elle est assez stable et forte, à ce moment-là, lors des méditations assises ou lors des méditations marchées, on va pouvoir inviter, cette fois-ci, inviter les graines d'affliction. Ça peut être de notre enfance et à surgir dans notre conscience mentale pour pouvoir l'embrasser, pour pouvoir la reconnaître, l'embrasser, l'inviter et être avec elle, avec ces graines-là, et ça va les aider. Toujours dans ce but, dans cet objectif de transformation. Mais ça, les graines de tristesse, de désespoir, de regret du passé, surtout les afflictions de l'enfance qui n'ont pas été résolues, il faut quand même être solide pour cette troisième méthode. Sinon, on risque d'être noyé si nous ne sommes pas assez solides. On va écouter un son de cloche. Mais en même temps que nous cultivons cette pleine conscience, nous cultivons en même temps cette concentration. Si vous faites la méditation marché, et que, avec la pleine conscience, et aussi grâce à l'effet collectif de la Sangha, on peut mieux toucher les fleurs, toucher la verdure des arbres, toucher le ciel bleu, et que
avec une concentration, si nous sommes là et nous continuons à respirer et à être là avec les fleurs, c'est cette concentration qui va permettre d'augmenter le temps de contact, le temps de toucher. Et ça permet un arrosage plus profond de nos graines de beauté et de paix et de bonheur. Et avec une concentration assez maintenue, assez entretenue et maintenue, on aura des flashs de... le gros mot c'est éveil, de vision, de compréhension. Les anglophones, c'est insight. Par exemple, ma première... par exemple, comme je vous dis, j'étais de nature anxieuse et j'étais très gêné par ça. Ça me... quand j'étais étudiant, tout ça, je me montre vite les histoires, quoi, Mais donc, avec cette pratique, quand je suis arrivé au village et que je suis dans ce bain de pleine conscience, et j'ai eu des fois certaines compréhensions. Et j'ai pu comprendre que cette anxiété, c'est mon père qui me l'a transmise. Vous voyez? Parce que mon père, il a perdu sa maman quand il a 8 ans. Donc, c'est déjà... ça crée des conditions d'anxiété. Et son père, mon grand-père, était distant. Donc c'est presque... il doit se débrouiller tout seul pour faire les études, loin de la maison. Imaginez un enfant de la campagne qui doit, à cette époque, au Vietnam, aller en ville, faire des études, habiter chez l'oncle, assez éloigné, dans un environnement comme ça. Et mon père aussi a grandi dans un Vietnam en pleine, non seulement de guerre, mais mutation. Par exemple, dans les années 50, au début des années 50, c'était la guerre de décolonisation, et dans un Vietnam en mutation, entre mutation culturelle aussi, et mutation technologique, culturelle, parce que c'était le confucianisme et la tradition, et puis la modernité apportée par la France. Et puis après, quand il se marie et commence à avoir des enfants, c'est la guerre du Vietnam. Là où il y a les Américains. Et donc, dans cette atmosphère de guerre, c'est normal que, même si nous habitons en ville, mais la guerre, elle peut être à 20 à 30 kilomètres dans la campagne autour. Vous voyez? Donc c'est normal que l'anxiété collective, elle est là. Et elle ne fait que cultiver cette anxiété dans mon père. Et moi, je suis né en 1968, qui est l'offensive du Tet, qui était un tournant de la guerre du Vietnam, où le Viet Cong, le communiste, la guérilla communiste, fait un soulèvement général, et dans tout le Vietnam, dans toutes les villes, il y a la guerre. Et c'est peut-être pour ça que ma mère, qui a fui la guerre, mais donc j'ai failli être né au cours de route, quoi. Enfin,
avant d'arriver à la clinique. Ça, ils m'ont donné le nom de paix en vietnamien. An, c'est la paix. Vous voyez? Et donc je suis né, je pense que mes parents, quand ils me conçoivent, sont déjà, la graine d'anxiété est déjà là. Donc j'ai déjà cette graine-là avant de naître. Et comme je suis l'avant-dernier de la fratrie de 5 garçons, et que mon père est le plus proche de moi, je suis le plus proche de lui, on peut dire, il me confie beaucoup. On se parle beaucoup. Et donc, j'hérite encore plus de sa crainte d'anxiété. Vous voyez? Et puis, non seulement à la fin de la guerre, en 1975, c'est la fin de la guerre, mais l'anxiété, là, c'est pas la fin de l'anxiété. Hein. Quand vous avez le régime communiste qui est là, qui met en prison tous les anciens du régime sud du Vietnam, et qu'on vienne frapper à notre porte à minuit pour faire des contrôles. Mais moi, je dormais, j'étais inconscient, j'avais 8 ans. Et mon père, il avait tout ça. Et de surplus, ma mère a été en prison 2 ans parce qu'elle a osé réclamer une maison de mes parents dans la campagne, parce qu'on a fui la campagne pour aller en ville. On a gardé une maison, mais ma mère était très naïve en pensant que normalement le régime communiste vietnamien a dit qu'on ne va pas toucher à vos biens, tout ça. Donc il va réclamer, ben, il est en prison. Donc mon père, il a perdu 10 kilos en 1 mois. Il n'a jamais appris à cuisiner, il a 5 enfants de bas âge, vous voyez. Et, bon bref, et après le Vietnam, on a pu aller en France, hein, heureusement, parce que ma mère avait la nationalité française, transmise de l'époque de mon arrière-grand-père, parce qu'il était dans l'administration coloniale. Donc, à l'époque, le sud du Vietnam peut facilement demander la nationalité française. C'était considéré comme une colonie française. Hein. La Cochinchine. Arrivé en France, mon père avait 55 ans. Et les mains sans rien. Les mains. Mes parents ont dû recommencer tout avec 5 enfants à charge. Et donc, c'est toujours le samsara infernal de l'anxiété. Vous voyez? Donc, bref, donc, ce n'est pas étonnant que j'ai cette graine d'anxiété en moi, mais le fait de voir qu'il a son origine, surtout de mon père et de mes parents, ça me permet me sentir plus léger. On peut être responsable, mais non coupable. Non. Donc, ma responsabilité, c'est de pratiquer, hein, et je pratique pour mon père. Vous voyez? Je pratique pour mes parents. Non seulement pour moi, et pour mes parents. Mais le fait que le miracle de la pleine conscience et le miracle de la Sangha, c'est que j'arrive ici, pas de souci. Puisque, comme je vous ai dit, la vie en communauté, surtout monastique, village prunier, on est pris en charge à 100%. C'est pour ça que notre maître, quand il va au Vietnam, il a pu revenir au Vietnam, il a dit que nous sommes les vrais communistes. Il a partagé ça au régime communiste actuel du Vietnam. Nous n'avons pas de compte en banque à gérer, nous n'avons pas de téléphone privé, choses comme ça. Voilà. Donc on va écouter un son de cloche.
Donc, ma grande sœur, hier, a commencé à introduire les habitudes, les énergies d'habitude, qui s'appellent Vachana. Le terme sanskrit, Vachana. Hein? Et on va distinguer deux sortes d'énergie d'habitude. Le premier, c'est karma. Vachana, littéralement, c'est l'action qui parfume. Hier, on a parlé du parfumage. Hein, ou les habitudes formées par nos actions, karma. Mais action ici, action dans le sens, karma ici, le karma du corps, des actions du corps, des actions de la parole, c'est une parole, mais aussi de la pensée. Karma, c'est une pensée aussi. Quand nous générons une pensée, si elle va dans le sens de la compassion, de la non-discrimination, nous générons déjà un karma, un bon karma, un karma bénéfique. Mais si c'est dans le sens de la discrimination, une pensée dans le sens de la discrimination, c'est nous semons un mauvais karma, déjà. Vous voyez? Et puis, il y a ce qu'on appelle le graha. Je découvre comme vous, hein, parce que je ne suis pas spécialiste dans le sanskrit. Dvaya Vachana. Ce sont une habitude à saisir la dualité. Ce qui est bien, ce qui est mal, hein, la naissance et la mort. Tu n'es pas moi et je ne suis pas toi. C'est cette dualité. Et c'est en fait tout ce qui est nos graines d'ignorance, notre ignorance qui est très profonde, très enfouie et transmise de génération en génération et difficile à transformer. Donc je vais surtout vous partager ici ce premier type d'habitude parce que je le pratique, alors que la deuxième, hein, pour atteindre la vision non duelle, c'est de la sagesse, de la non-dualité, il faut quand même avoir un certain niveau. Hein, comme dans le Kung Fu, il faut avoir la ceinture noire avec 5e dan. Hein, j'en suis pas encore là. C'est seulement ceinture marron, tout simple. Donc je ne vais pas vous en parler de ce que j'ai pas, j'ai pas réalisé, quoi, disons. Hein. Donc, les habitudes, il y a une chanson de Maxime Le Forestier, hein, la rouille, là, l'habitude nous joue les tours. J'aime bien cette phrase. Et la neuropsychologie, elle parle de la boucle de l'habitude. Cette boucle, comment elle est? Donc, vous avez un signal. En anglais, c'est Q. Hein, il y a un signal et ça va déclencher une routine. Des actes ou des actions, un comportement de routine. Et on effectue cette routine pour avoir une récompense. En anglais, c'est reward. En vietnamien, c'est tín hiệu, signal.
routine tập quán et récompense tưởng thưởng. Mais la boucle, elle va se répéter grâce ou à cause de cette soif ou désir. Thèm muốn, craving en anglais. Vous voyez? Donc ça a beaucoup à voir avec ce que Sœur Chân Đức a partagé, les centres de plaisir et de déplaisir en nous, qui sont dans les structures profondes, primitives du cerveau. C'est pour les habitudes, le comportement, c'est, on appelle ça un ganglion basal, qui est de la taille d'une balle de golf, dans les structures du cerveau reptilien. Vous voyez? Et donc, ça se passe comme si quand on voit ce signal, un certain déclenche, ça va déclencher une série d'actions automatiques. C'est comme quand nous conduisons, quand nous allons au travail ou conduire notre enfant, quand nous nous installons dans la voiture, tout se déroule de manière automatique. Ou même ça commence déjà au moment où nous nouons nos lacets pour sortir, c'est déjà quelque chose d'automatique. Puisqu'on ne va pas choisir si on va nouer le gauche ou le droit avant, quel genre de nœud nous allons faire. Parce que le cerveau, il est très intelligent, il rend tout une habitude pour économiser l'énergie. C'est une question d'économie d'énergie. Et William James, un des pères de la psychologie moderne américain, dit que l'homme, c'est comme un faisceau, un groupe, l'homme est fait d'habitudes. Vous voyez? Et c'est la base des thérapies comportementales pour changer justement les habitudes. Et donc, par exemple, les comportements de consommation, les comportements alimentaires, les comportements de shopping, par exemple, ça c'est une série, dès qu'on voit, et la publicité, elle est faite pour nous envoyer des signaux et stimuler, et ça rentre dans le subconscient, de sorte que nous sommes dirigés par ces signaux subconscients. Par contre, l'habitude de shopping dans le bookshop, ici, c'est une bonne habitude. Parce que on achète des choses qu'on va pouvoir pratiquer. Attention. Toutes les habitudes de shopping ne sont pas défavorables. Bon, je vais faire rapidement ce que dit la neuroscience, enfin la neuropsychologie. Ils appellent ça, en anglais, c'est implementation de intention. Ça veut dire qu'il faut appliquer de nouveau l'intention dessus, sur ce qu'on fait. En fait, c'est la pleine conscience, quoi. Donc, si on veut changer les habitudes comportementales, il faut bien isoler le signal. Vous voyez? Donc, il faut bien identifier d'abord la routine, c'est ce qu'on veut changer. C'est une série d'actions, de comportements qu'on veut changer. Expérimenter différentes récompenses pour voir qu'est-ce qu'on a besoin vraiment. Si on est dans la solitude, nous sommes isolés,
et qu'on va dans le frigo et on mange du chocolat, on mange plein de gâteaux, choses comme ça, est-ce que vraiment on a besoin du chocolat ou du gâteau, des calories, hein, ou on a besoin de compagnie, par exemple? Vous voyez? Donc, qu'est-ce on cherche vraiment à avoir comme récompense, hein? Et puis, donc, il faut isoler le signal. Parce que si dans notre vie trépidante, dans notre vie très occupée, c'est des séries d'habitudes comme ça, si on n'arrive pas à bien isoler le signal, on ne saura pas repérer quelle habitude nous devons changer. Et puis, une fois qu'on a isolé le signal, parce que où ça se passe, par exemple l'habitude de fumer après un repas, surtout après le repas de midi, on va boire un café, par exemple, hein, et puis vient cette envie de fumer. Hein. Donc c'est où ça se passe, quand ça se passe, pour le signal, hein, pour isoler le signal. Dans quel état émotionnel sommes-nous? Et en compagnie de qui? Quel est notre entourage? Si c'est la bonne compagnie, comme la Sangha, on ne risque pas de tomber dans de mauvaises habitudes. Mais si nous sommes... c'est pour ça que les addictions, hein, les accoutumances aux drogues, à l'alcool, tout ça, ça aussi c'est la compagnie qui crée... c'est une Sangha... mais dans le sens, Sangha qui va dans le sens de la noyade, quoi. Hein? Et puis l'action qui précède cette habitude. Comme le café qui précède la cigarette, par exemple. Vous voyez? Donc ça, c'est la méthode de la neuropsychologie. Et nous, comment, avec la pratique de la pleine conscience, nous allons transformer nos habitudes, nos énergies d'habitude. On va écouter un son de cloche. Vous voyez, nous, notre pratique, pour ces énergies d'habitude, par exemple, d'habitude de réaction de parole, quelqu'un dit quelque chose, on a envie tout de suite de répondre, hein, de contrer, de justifier. Ou quelqu'un fait quelque chose, on a tout de suite envie de réagir à ce que l'autre fait, à ce que l'autre dit. Hein? Et ça se situe donc à ce niveau-là. Signal et la réaction de routine. C'est là où ça se passe dans notre processus d'énergie d'habitude. Et donc, dans notre fonctionnement, enfin, dans nos formations mentales, qui sont sous forme de graines, et puis quand il surgit à la conscience mentale, c'est la formation mentale. Quand c'est enfoui, c'est des graines dans la terre. Nous avons ce qu'on appelle 5 formations mentales universelles, qui sont le contact. On dit universel parce que en sanskrit c'est par ça. Attention. Ou manaskara.
sensation, Vedana, perception, samjna et volition, le dernier, cetana. Donc ces 5 formations mentales sont dites universelles parce qu'elles coopèrent tout le temps, elles sont toujours là, elles coopèrent avec les différentes fonctions de notre conscience, qui sont la conscience mentale, la conscience du tréfonds, et puis les différentes fonctions sensorielles, de la conscience sensorielle. Donc on peut voir très bien, quand il y a un signal, que ce soit un signal visuel, un signal auditif, et tout de suite, ça déclenche le contact. Contact, il y a le contact du signal avec les fonctions sensorielles et ça déclenche l'attention. Donc si on entend la cloche, notre attention tout de suite est dirigée vers le son de cloche et là, c'est une attention appropriée. Appropriée dans le sens de appropriée pour notre paix intérieure, pour notre bénéfice. Si, en tant que moine, je me balade en ville et qu'il y a une pub de femmes dénudées et que mon attention se va là-bas, c'est une attention inappropriée. Vous voyez? Donc, il faut que je fasse très attention à l'attention. Et du moment qu'il y a contact, il y a attention, ça génère tout de suite des sensations corporelles. On peut avoir tout de suite la colère ou on peut avoir tout de suite une irritation à cause d'un mot qu'on entend, paf, ça arrose tout de suite la graine de colère en nous, tout de suite une sensation. OK? Et puis, ça c'est le mot corporel et tout de suite, on a une certaine perception. Et perception, ici, il y a, c'est les pensées, quoi. Enfin, il y a la pensée initiale qui est assez brute, et puis il y a la pensée discursive. C'est là où on va mettre le jugement, on va mettre les comparaisons, et qui va faire effet boule de neige en plus à nos sensations. Et la dernière, c'est la volition, c'est vouloir faire quelque chose. C'est avant l'action même. Vous voyez? Vouloir dire quelque chose pour punir, dire quelque chose pour contredire, ou faire quelque chose pour se soulager. Soulager la colère, par exemple. Donc, si je fais une image, je prends l'image d'un tunnel. Vous voyez, avec ces 5... Imaginez un tunnel. Le tunnel sous la Manche, par exemple. Et c'est un tunnel noir. C'est-à-dire que c'est nos circuits neuronaux automatiques qui ont été gravés, soit dès notre enfance, par notre éducation, ou éducation familiale, éducation scolaire, et par nos interactions professionnelles, par exemple. Et tout ça, c'est des circuits neuronaux automatiques. Dès qu'il y a un déclenchement, tac, c'est le TGV qui part, pouf, du contact, tout de suite, ça aboutit à la volition et à l'action. Okay? L'action de la parole ou l'action corporelle. Et donc, nous avons le signal
à l'entrée. Et tout de suite, vous avez le premier niveau, c'est le contact. Bon, le contact, il est même là. Et vous avez l'attention, sensation, perception, volition. Et là, à la sortie, vous avez la routine ou des actions répétitives. Donc le signal, c'est l'entrée. Et donc, je l'ai dit, c'est un tunnel noir dans le cas des mauvaises habitudes ou des mauvaises énergies d'habitude, de réaction. Et à chaque niveau ici, nous avons une sortie de secours. Contact. Tunnel noir. Mais attention, hein. C'est pas forcément un enchaînement dans l'ordre. Il peut y avoir un signal, contact, paf, tout de suite l'émotion. Ça va tellement vite qu'on peut court-circuiter ces différentes étapes. Ou même une réaction corporelle de suite. Vous voyez? Comme une moustique, quand ça fait mal, paf! Réfléchissez même pas, il y a même juste la sensation douloureuse et poum, la main automatique. Hein? Et j'avoue que je ne suis pas encore complètement... il y a encore des envies, hein? Cette volition. Et donc, la pleine conscience, elle est où? Elle est là. La pleine conscience, elle est là pour reconnaître, ou la simple, on en avait parlé, notre soeur en a parlé, la simple reconnaissance. Elle est là, elle va se distribuer à chaque étape. Si ici nous pratiquons l'arrêt, c'est pour se donner, nous formons une habitude d'arrêt, c'est pour nous donner du temps et de l'espace avant la réponse. Oui, nous formons cette... Et donc, si nous pratiquons l'arrêt de manière répétitive et que ça devienne une habitude, eh ben, et des fois, si tout seul on n'arrive pas, avec la Sangha par exemple, si nous avons l'habitude de réagir dans une réunion ou quelque chose comme ça, ou en famille, et que si notre enfant invite la cloche, à ce moment-là, ça va nous permettre de nous donner plus d'espace entre ces différentes portes de secours avant que ça n'aboutisse à des actes ou des paroles qui créent plus de dégâts. On va écouter un son de cloche. Donc
le secret et la clé de la pratique, c'est de se donner plus d'espace et plus de temps. Et grâce à la pleine conscience et à cette simple reconnaissance, vous avez, la pleine conscience est comme la lumière qui éclaire et qui va permettre, soit vous avez le choix, à chaque fois vous avez un contact, paf, ici, au niveau contact, vous voulez faire une sortie, mais si nous n'avons pas cette habitude de donner l'espace ici, ça va passer à l'attention. Donc, il y a à chaque fois, vous avez 5 chances de séance de rattrapage. Si on loupe cette sortie, il y a une autre sortie. Il faut savoir se donner plus de temps et d'espace. Donc, avec ce tunnel sous la Manche, les Anglais, avec beaucoup de discrimination, il y a tout de suite, pouf, il y a le Brexit. Non, le Brexit, à la sortie. Et en France, on a failli le Frexit. Si nous ne sommes pas assez conscientes, avec tous les attentats terroristes, avec tous les médias, on a bien failli risquer le Frexit, dernièrement. Vous voyez? Donc, la pleine conscience, c'est la lumière qui permet de retrouver les portes de sortie et en cultivant ces habitudes ici de l'arrêt et nous donner plus d'espace et de temps, on peut à temps trouver la porte de sortie de ce tunnel obscur. Donc, pour résumer le tout, je résumerai comme j'ai commencé, c'est-à-dire le secret de la pratique, c'est de transformer de ce qui est subconscient, c'est-à-dire les mauvaises habitudes, les amener à la conscience, grâce à cette pratique de la pleine conscience, qui nous éclaire et qui permet l'arrêt et qui permet de donner plus d'espace et de temps avant que ça s'enchaîne, et ramener à la conscience ce qui est dans le subconscient, qu'on fait de manière automatique, du point de vue comportement ou du point de vue d'énergie, d'habitude, de réaction, par la parole, par le corps, et aussi des idées. Le contact ici, il n'y a pas que les organes sensoriels, mais il y a aussi les idées. Il suffit d'une idée pour déclencher tout de suite une colère. Et quand nous pratiquons avec la Sangha et nous pratiquons la pleine conscience, nous créons de bonnes habitudes, de quelque chose au début qui est intentionnel. L'arrêt en écoutant la cloche, c'est quelque chose d'intentionnel. La marche méditative en étant conscient de chaque pas, au début, il faut un peu plus d'effort. Mais si on le fait avec la Sangha de manière naturelle et avec un peu d'habitude, ça devient quelque chose qui rentre dans le subconscient. Donc c'est dans le sens inverse. Et puis du moment que c'est fait de manière automatique, on aura plus de temps pour savourer et prendre du plaisir à pratiquer. Sans plaisir, ça va être très dur de maintenir une pratique régulière et diligente. Et une des définitions de la diligence juste, c'est aussi, ça veut dire sans effort. Sans lutte, sans raidir. Et oui, j'ai oublié, bon, là c'est une analyse théorique, disons,
Qu'est-ce que je fais là-dedans? Où est ma pratique là-dedans? Et dans ma pratique de la parole aimante, avec ma maman, j'ai des habitudes qui ne sont pas très bénéfiques. Là, je vous confesse, et j'ai tendance à être dur avec ma maman. Mais j'ai compris aussi, grâce à cette vision, cette compréhension qu'on cultive, et puis un jour, paf, ça surgit. J'ai compris que, d'abord parce que ma maman, aussi, elle n'est pas très douce avec nous quand on était petits. Mon papa, bon, il travaille, ma maman, elle gère la maison et ses affaires, et nous, on était gardés par les nourrices. Donc il n'y a pas eu ce contact entre une mère de douceur, et que ce soit dans la parole ou du corps. Je n'ai pas hérité ça, et mes frères non plus. Et je ne suis pas tout seul à me plaindre. Donc si ma maman ne m'a pas donné cette douceur, ce contact, comment je peux lui rendre? Donc ça me fait souffrir, et ça la fait souffrir aussi, parce qu'elle me dit, toi témoin, tu devrais être plus... la parole aimante. Donc à chaque fois, ça me fait mal, ça me donne honte en plus. Mais donc d'abord, j'ai compris que du fait qu'elle ne m'a pas donné ça, et c'est difficile pour moi de lui rendre, et puis aussi difficile pour moi, avant d'être moi, j'avais une copine, et mes copines aussi se plaignent que je n'ai pas cette douceur dans la parole, dans le... Vous voyez? Et une autre compréhension que j'ai pu avoir, c'est que du fait que j'étais proche de mon père, et qu'il me confie des choses, et surtout des choses contre ma maman, parce que ma maman... bon, j'étais du côté de mon père, quoi. Ma maman, c'est sûr qu'elle l'assurait bien, mais avec mon père, c'est quand même pas l'harmonie. Et donc, j'ai hérité cela de mon père. J'ai tendance à m'opposer à ma mère parce que j'étais du côté de mon père. Et là, quand j'ai compris cela, j'ai dit à ma maman, je dis, mais tu sais, c'est plus fort que moi. Mais je crois que c'est papa en moi qui est contre toi. Et donc, maintenant, disons, par exemple, avant, je réagis de suite. Mais maintenant, j'arrive à pratiquer l'arrêt, mais silence. Je ne réponds pas, et je me tourne et je vais faire un jeu. Parce qu'elle peut dire des choses qui, tout de suite, ça me... Vous voyez? Par exemple, elle me demande de faire quelque chose, de l'aider à faire quelque chose. Mais elle dit, mais si tu ne fais pas, je le ferai. Mais je n'ai pas encore dit, mais attends. C'est comme si je ne vais pas l'aider, vous voyez? C'est des choses qui... Mais là j'ai pu me retenir, ok. Ouais. Je me tourne, je vais respirer, et puis je ne réponds pas. Mais il y a quelques années, je vais rentrer dedans. Vous voyez? Mais le fait que je sais que c'est non seulement mon éducation, ou le fait qu'on n'a pas été bercé par la douceur maternelle, parce que ma maman aussi, elle se reconnaît même comme garçon manqué. Mais elle gère les choses très bien. Elle s'occupe très bien de nous, matériellement, pour qu'on puisse avoir une éducation, tout ça. Mais
il manque, je sais pas, parce qu'on est aussi des garçons en plus. Hein? Et donc, du moins je sais que c'est parce que je n'ai pas reçu d'elle et qu'il y a mon père en moi. Et je lui ai dit une fois, tu vois, et ça me permet d'accepter ma faiblesse. D'accepter, bon, des fois quand je suis très énervé, je dis, oh, laisse tomber, laisse la prochaine vie. Il y en a marre, quoi. Peut-être que j'arriverai pas à cette vie. Mais grâce à la pratique, bon, grâce à la Sangha, et bon, on va revenir quand même. C'est une constante renouveau, quoi. Hein? Mais je me pardonne, mais ok. Bon, peut-être parce que j'aime mon papa aussi, je dis, bon, des fois, c'est une motivation, je dis, ok papa, mais je vais pratiquer pour toi. Pratiquer pour nous, ouais. Puis aussi, vous savez, c'est quelque chose de... ma mère, elle a 78 ans, presque 80 ans. Je sais que quand on médite sur l'impermanence, ça ne va pas durer longtemps. Enfin, ben oui. Ça, c'est des cloches de pleine conscience qui me disent, ben, il faut que il faut arriver à une réconciliation de cœur, vraiment. Mais j'ai encore du mal à bien la regarder quand on est face à face. C'est seulement quand elle a été très malade, j'ai dû m'occuper d'elle 2 ou 3 fois, quand elle était très malade, où elle sentait qu'elle peut mourir, parce qu'elle a eu un cancer du sein, elle a fait des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. C'est dans ces moments-là où elle lâche sa carapace qu'on arrive vraiment à se communiquer de cœur à cœur. Vous voyez? C'est dans ces moments-là où elle lâche sa carapace et que moi aussi j'arrive, puisqu'elle lâche sa carapace, c'est plus facile. Je sens l'énergie est facile et que moi, vraiment, je m'occupe d'elle et vraiment, il y avait une vraie communication, mais douceur, enfin, de soin, vraiment. Mais sinon, puisque mais j'ai aussi sa dureté, certainement, c'est pour ça que j'aime pas en elle, sa dureté, c'est vraiment, on dit qu'on n'a pas les atomes crochus, et nos énergies sont tellement... souvent on peut dire, chez les Vietnamiens, on dit « Ah, c'est le karma ». Nous sommes opposés du point de vue karma de la parole, quoi. Dès que dit quelque chose, paf, il faut contrer, il faut opposer. C'est... voilà, donc... bon... j'espère que... enfin, je pratique, hein, quand je touche la terre, je dis, s'il vous plaît, mes ancêtres, Bouddha et mes ancêtres spirituels et sanguins, aidez-moi à continuer dans cette pratique. Mais dans mes prières, j'ai réussi à le faire pour mon petit frère. Il arrive à se réconcilier avec ma maman. C'est drôle, hein? Donc moi, maintenant, j'ai fait la prière pour moi, de manière plus diligente encore. Et je pense que des fois, avec cette énergie de prière, ça peut transformer des choses à l'intérieur. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite beaucoup de joie et de paix sur ce chemin de transformation des habitudes. Et on peut souhaiter aussi à la France de pouvoir se transformer pour mieux se réformer. Merci beaucoup.